Je disais que c'est Karim, c'est notre rapporteur, donc il fait partie de la fondation Abdelkader Ben Saleh. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra l'épauler, euh, c'est-à-dire un deuxième rapporteur. Comme ça, s'il rate, entre guillemets, chez Haja, la deuxième personne. Quand tu avises, en tout cas, si Karim, voilà, donc il y a merci beaucoup. En fait, le cercle de discussion avait affiché complet, mais il se trouve qu'il y a des personnes peut-être qui... Il y a des... Parfait. Ah. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un cercle de discussion, donc c'est un format cercle de discussion où la parole sera libre. Donc c'est surtout pour échanger, discuter des expériences de chacun. C'est pas une conférence descendante, bien entendu. Euh, la thématique est très très importante. Elle est quand même d'actualité. Chacun de nous a une histoire et surtout une réalité de terrain à apporter. Donc, dans le cadre d'échange, c'est un échange d'intelligence collective et notre cher Karim aura la possibilité d'avoir des idées qui sont vraiment importantes, financées autrement. Je dirais, c'est une grande thématique. On a tous entendu des critiques par rapport au financement classique. En tout cas, moi, j'ai pris la parole au début et puis la discussion là sera ouverte pour tout le monde. On va pas faire de présentation parce qu'une heure n'est pas suffisante pour faire le tour de table, etc. Mais par contre, à chaque moment où quelqu'un prendra la parole, je le prie de se présenter avant. Je disais en fait que le financement de tiers secteur, euh, ce tiers secteur qui est composé normalement de coopératives, associations, mutuelles, fondations, et bientôt les entreprises sociales, après la promulgation, Inch'Allah, je l'espère pour très bientôt, de la nouvelle loi cadre de l'ESS, parce que ça va ouvrir vraiment des horizons importants pour toutes les entreprises qui pourront être qualifiées ou bien labellisées d'entreprises sociales. C'est des acteurs discrets. J'ai j'ai pris des notes pour ne pas allonger le délai ou bien le temps qui m'appartient. Donc, c'est des acteurs qui sont discrets mais essentiels. Ils sont essentiels parce qu'ils créent de la valeur, ils créent des liens et surtout de la dignité dans des zones qui sont vraiment parfois reculées, voire isolées. Et c'est ça où l'importance de ce tiers secteur apparaît beaucoup plus. C'est dans ces zones qui sont aujourd'hui qualifiées de reculées, qualifiées d'isolées, mais généralement qui doivent être intégrées totalement dans l'ensemble des régions du royaume. Le, le problème aujourd'hui, si j'ose le qualifier ainsi, donc, ou bien la problématique, commencera de l'assistanat. C'est un secteur qui a eu tendance, ou bien l'habitude, de vivre par l'assistanat. Les subventions, généralement, et on se souvient tous, euh, peut-être les plus vieux de la salle, c'est depuis les années 90, il y avait jeunes promoteurs, il y avait Mokawelati, il y avait généralement, on remarque que c'est des programmes, c'est des initiatives qui sont limitées dans le temps, basées sur l'assistanat, mais soyons lucides un petit peu, il manque de quelque chose de très très important. Il manque de visibilité,
Parce que moi, je suis porteur de projet, je suis association, je suis un acteur de l'économie sociale et solidaire. En face à ces programmes, je n'ai pas de visibilité. C'est des programmes où il y a des appels à projets, un temps d'analyse, d'études, puis il y a les déblocages des fonds qui vont arriver avec des procédures parfois qui viennent d'autres cieux. Et ils sont limités dans le temps. Et généralement, au moment où le porteur de projet ou bien le projet commence à donner ses fruits, on arrête le programme. Donc, il manque de visibilité, il manque de stabilité. Parce qu'on ne peut pas se baser sur l'assistanat pour des projets sur 99 ans. La loi des sociétés, donc généralement toute société qui se crée, quand elle fait 99 ans, fait là. Effectivement. Et puis, les porteurs de projets ne pourront pas se projeter, ne pourront pas investir et se professionnaliser. Parce que Dima, en fait, leur conscient, il est lié à le programme d'assistanat. Est-ce que moi, je vais investir autant, un jour, le programme va s'arrêter, je vais me trouver dans une situation où je ne pourrai pas continuer mon activité. Et généralement, ça, on l'a remarqué sur tous les programmes. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous dire quels sont les résultats des jeunes entrepreneurs? Finhom avec les jeunes entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Quel est leur sort? Mouqawalati, Ntalaqa dernièrement, etc. Les programmes, même il y a des programmes de la coopération internationale bilatérale également, c'est la même chose. Et c'est des budgets annuels généralement, ou là sur 3 ans maximum. Et même les compétences qui sont recrutées généralement, c'est des contrats à durée déterminée. Et c'est difficile de dire ou bien de convaincre le monde qui est bénéficiaire, destiné, dont il lui a destiné les programmes, de les convaincre que c'est quelque chose sur lequel ils vont se baser pour la longue durée. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons une thématique, entre parenthèses, qui est une thématique d'actualité très, très, très importante pour le monde des sociétés. Il y en a ceux qui ont certainement entendu de cette thématique, c'est la problématique de la transmission. Des entreprises. Aujourd'hui, ils sont en train de discuter. Oui, justement, parce que Homa, Fleurmont, c'est la CGM, etc. Donc, ils disent. Mais mon objectif, c'est de montrer, en fait, le temps, la notion de temps est importante. Si les entreprises qui sont structurées, c'est des groupes parfois qui sont en train de discuter aujourd'hui de leur avenir, notamment la transmission, qu'est-ce qu'on pourra dire d'un secteur qui est délaissé, les Walutier secteur, l'économie sociale et solidaire, juste par rapport au démarrage, un investissement, mais la transmission. Donc l'élément, la notion de temps est importante. C'est ce que va m'amener à dire qu'il faudra mobiliser de nouvelles formes de ressources et de partenariats pour ce secteur. Par la suite, on va en discuter. L'innovation financière, à mon avis, ou le cercle de discussion, c'est un élément essentiel. Et lorsqu'on dit innovation financière, il y a des piliers. Donc, c'est structurer des mécanismes de cofinancement peut-être, pas de financement, cofinancement. On peut parler de blended finance, où il y aura des fonds publics. L'État, c'est important pour elle le secteur. C'est un secteur qui est très... fait des milliards de dirhams oui. Ou en termes de population, c'est des millions. Ou lorsqu'on parle de population, une personne bénéficiaire, généralement, c'est une famille. Ou là, au minimum, c'est le couple actif. C'est 50% d'une famille. Donc, c'est quelques millions de familles quand même. Pour l'État, c'est très, très important. Donc, on a la possibilité de demander à l'État de mettre les fonds publics au lieu de les
transformer en assistanat, de lui mettre peut-être sous forme de garantie, il aime les caractéristiques de Maroc ou bien locales. Il y a une culture. Nous avons وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها الأوقاف. عندنا الزكاة في الثقافة ديالنا. كاينين des éléments qui sont importants. Peut-être في l'Occident, اللي mobilisent sous forme d'épargne sociale, etc. حنا راه ils sont ancrés في la culture ديالنا. On peut imaginer في l'innovation comment transformer une partie ديال الأوقاف vers des garanties. Une partie ديال en fait الحبوس également. Il y a des problématiques ديال les locaux. كاين الحبوس. Comment ils sont gérés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des possibilités de le transformer vers des locaux ديال la jeune entreprise, les associations, etc. Parce que finir ça se rejoint quelque part. Et pourquoi ne pas utiliser cette culture locale pour trouver de nouveaux mécanismes innovants en termes de blended finance. Et nous avons également les privés, ou les privés de Maroc. Généralement, lorsqu'on rencontre les grands groupes au Maghreb, les sociétés, c'est des gens qui ont besoin parfois de trouver des projets qui sont finançables. Ils sont prêts à donner des subventions. Mais généralement, كنلاحظوا عندهم فين هو هذا البروجي. Donc la coordination fait un problème. Mais via le fait de développer des mécanismes de cofinancement, de blended finance, on pourra trouver des moyens de canaliser, de drainer des financements innovants vers l'économie sociale et solidaire entièrement. Il y a la possibilité également de créer, et là c'est une peut-être copier-coller de l'Occident, tout ce qui est épargne solidaire, où je pense à les pays musulmans là parce que les gens ont des problèmes à les intérêts, et il y a la possibilité, nous avons vu les banques d'ailleurs, le monde des banques, il y a des personnes qui disent je veux mettre mon argent dans l'épargne, ou qui ne bridge les intérêts. En fait. Parfois, les chefs d'agence bancaire, est-ce qu'on ne peut pas transférer les intérêts ou une partie des intérêts vers l'économie sociale et solidaire? Alors, ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs. Et même pour ceux qui souhaitent avoir des intérêts, on peut leur accorder un intérêt. En fait, on va amputer une partie pour l'économie sociale et solidaire. Ou rien qu'en France, s'il y a des gens qui ont l'information, ça se chiffre des milliards d'euros. L'objectif pour moi, c'est de rendre le financement de l'économie sociale et solidaire quelque chose de structurel. Et on va dépasser la notion de temps limité, la notion de programme. Ce que j'espère, c'est qu'un porteur de projet ESS, une association, une structure ESS, surtout celles qui ont des activités marchandes, qui n'auront plus ce souci de financement. Ils n'auront plus le souci où ils vont attendre un programme qui va venir, même la coopération américaine, même la coopération espagnole, pour financer un projet. Il faut qu'on ait quelque chose de structurel. À chaque moment, il y a un besoin qui est justifié, il y a une activité, il y a un lieu où on va se refinancer. Les entreprises aujourd'hui, parce qu'il faut quand même qu'on arrive un jour à cet équilibre où on donnera à l'économie sociale et solidaire sa vraie place, et qui est d'ailleurs transverse parce qu'il touche à l'ensemble des secteurs. Alors, qu'il y a l'artisanat, qu'il y a le tourisme, qu'il y a la santé, qu'il y a la scolarité. Et la scolarité, c'est une problématique. Alors, c'est juste incroyable. Il faut imaginer, c'est l'avenir du pays. Via la scolarité, on pourra construire quelque chose, vraiment, si on a cette fibre citoyenne nationale, c'est le nouveau Maroc, c'est le Maroc de demain. Les enfants
ils doivent avoir une scolarité exemplaire, mais le barrage, parce que jusqu'à, en fait, il y a des initiatives d'Abadiel Doula pour le préscolaire, mais c'est quelque chose qui doit être généralisé, le préscolaire. حيت كنعطيو l'avantage d'une partie, une autre partie, لا. وفاش كيتلقاو في البريمير entre guillemets حرام. Pire encore, il y a des petits cracks, il y a des enfants qui ont, subhanallah al-azim, ils ont une capacité extraordinaire et il faut leur trouver une scolarité qui va leur permettre vraiment de sortir de l'eau. Il y a des exemples. Il y a juste pour dire que le préscolaire également est un secteur qui est très important pour l'économie sociale et solidaire. Et il y a des coopératives qui ont été créées partout au Maroc qui sont en train de faire un travail exemplaire. Il y a des associations également qui accompagnent les jeunes d'Yelna en termes de scolarité. Le financement est un enjeu majeur et pourquoi ne pas chercher pour moi le blended finance est un élément important où l'État va mettre une partie, les privés qui s'intéressent à des problématiques également vont mettre une partie et les associations vont faire leur travail ou elle a au moyennant quelques revenus parce qu'en fait la problématique aujourd'hui pour moi c'est qu'on n'est pas encore arrivé à séparer la population qui devra avoir accès automatique à l'assistance parce que خاصهم l'assistance et les populations qui ont la possibilité de contribuer واحد شوية. C'est important de faire cette différence parce que pour les associations, pour l'économie sociale et solidaire, ça va leur permettre d'accéder les financements gratuits, mais également d'avoir un chiffre d'affaires, une sorte de produits le CPC ديالهم et qui est important par la suite le financement ديالهم au moins une partie et qui pourra leur ouvrir également accès au définancement. Le bailleur de fonds, il faut le comprendre, les banques classiques aujourd'hui ils ont leurs contraintes, mais le moment où on va mettre en place des nouveaux mécanismes de financement qui seront portés par des bailleurs qui auront cette fibre sociale parce que demain il faut que l'évaluation des projets soit faite rentabilité, impact, les deux. Et ça va m'amener au deuxième. Alors, je suis en train de vous présenter la tripartite. Et je reviens également, entre parenthèses, la culture marocaine. في البادية كنقولوا المرفع أو الطيفور أو هذا c'est pas la table. La table عندها 4 les piliers. الطيفور عنده 3. Pour ne pas tarder l'explication, parce qu'il s'adapte. On peut s'asseoir les champs, on peut s'asseoir à Bab, on peut s'asseoir, et généralement, c'est pas un sol qui est nivelé. Et le marfa qui s'adapte à. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place des mécanismes de financement qui pourront s'adapter à toutes les contraintes qu'on aura fait les territoires, donc la régionalisation avancée et si la régionalisation n'arrive pas très tôt, il faut que les bailleurs de fonds arrivent rapidement à s'adapter avec les territoires. Il y a la structure, il faut que le financement soit structuré. Et un dernier point qui est pour moi important, c'est la formation. Il y a des cycles master, etc. Mais c'est la gestion mziana mohimma. Maintenant, imaginez qu'on aura des universités où on va donner de la valeur à ces masters, à ces formations de l'économie sociale et solidaire. Où les lauréats ils des analystes du sens. Ils vont arriver à faire des évaluations où la rentabilité, l'impact, comment je vais les jumeler. C'est un dossier qu'on pourra financer parce qu'il y a de l'impact. Il y a un début de rentabilité qui va nous permettre de mitiger quelques risques. Et les le blend de finance, la garantie de l'État ou la DLAOCAF, etc. C'est un dossier finançable tout de suite. C'est ce genre d'analyste dont on aura besoin. Imaginez également une grande école d'ingénieurs. Aujourd'hui, avec tout ce que permet l'innovation, l'intelligence artificielle, la robotique, les satellites, etc., c'est juste incroyable. Si on va ouvrir à ces ingénieurs de s'adapter avec nos territoires
et d'innover pour être au service de l'économie sociale et solidaire, pas juste de l'entreprise. Et quelque part, là, ça se rejoint. Alors, je viens de voir une structure, c'est une structure américaine, hélas, mais ils ont créé une filiale au Maroc. C'est une agritech. Agritech, ce qu'ils proposent, en collaboration avec la Société financière internationale et quelques structures financières au Maroc, ils proposent de financer les agriculteurs en les accompagnant de la technologie, tout ce qui est drone avec analyse et scoring satellitaire, accompagnement de la formation, etc. Le goutte à goutte et tout ce qui est irrigation avec des nouvelles technologies, etc. Ils leur achètent les semences et tous les intrants des prix gros et de très bonne qualité. Et infini, ils achètent tout ce qui est récolté. Ils ont signé des contrats avec des minoteries, avec des coopératives, etc. pour leur vendre. Là, ICF, ils donnent la garantie, ils donnent l'assistance technique, le bailleur de fonds, il donne le financement. Et c'est rapide, c'est win-win et c'est rapide. Maintenant, on l'a fait avec des partenaires étrangers. Demain, il faut qu'on arrive à le faire à 100% marocain. C'est le trio dont je voulais en parler de mon côté. Ce que je vous propose pour aller rapidement, c'est que en fait, en termes d'échange, j'ai quelques questions qui sont en fait, c'est pas limitatif, mais c'est juste pour en fait orienter un peu le débat. Selon vous, quels sont les freins qui empêchent le tiers secteur d'accéder à des financements durables? Si on arrive à voir ou bien à comprendre parfaitement les problèmes, les freins, on pourra imaginer des solutions. Et puis, quelles sont les innovations financières institutionnelles également? Parce que, en fait, in fine, pour un financier, les fonds, ce n'est pas un problème. Il faut qu'on arrive à canaliser un ensemble d'éléments, la compétence, les démarches, les mécanismes, et puis les finances, là, ils vont arriver. Et c'est par expérience. Où on met en place un mécanisme qui marche, les fonds تيجيو بوحدهم من بعد. Parce que tout le monde veut contribuer à la réussite. Donc, c'est vrai que Gouloulé, c'est le nerf de la guerre, mais soyons intelligents et démarrons par les éléments qui vont faire venir les financements. Donc, moi, je disais en fait les innovations financières, certes, mais également institutionnelles et éducatives. Institutionnelles, pour avoir des institutions qui vont contribuer à la fibre citoyenne, etc. Et éducative, il faut qu'on ait une jeunesse qui est capable de relever les défis de l'économie sociale et solidaire. Et finalement, donc, c'est peut-être comment mieux valoriser, parce qu'il faut donner de la valeur à ces secteurs-là. Comment mieux valoriser ce secteur, valoriser en fait, l'éducation, ou bien toutes les formations qui vont être mises en œuvre ou créées, afin d'arrêter tout ce qui a lien avec charité, parce qu'il y a des gens qui disent que l'économie sociale et solidaire, c'est la charité. Non. C'est une économie à part entière. À part entière, il faut qu'on ait des gens qui en sont convaincus et qui vont porter cette notion de manière un peu théorisée. Donc voilà, je suis désolé, j'ai un peu près un peu plus de temps par rapport à ce qui est prévu. Et je vous donne la parole. Donc la parole est libre. Cette intelligence collective, Inch'Allah, va nous permettre de... Merci Cécile pour cette présentation qui est intéressante. Bon, d'abord, comme vous dites qu'on va se présenter, donc moi c'est Zavari Said. Moi je suis secrétaire général de l'association Louvre for Science and Technology. On fait tout ce qui est tech, ou plutôt de la robotique court, comme ça, pour ne pas un peu se perdre dans les vocabulaires. Et pour revenir au sujet, je trouve que déjà on a un petit problème, là, un bémol avec parler de banques, les institutions, de définir c'est quoi un tiers secteur.
Parce que toujours, et les nouvelles images qu'on veut donner. On est toujours dans un peu, donc on vous dit la charité, la philanthropie, etc. Alors ça, c'est un problème de comprendre c'est quoi ce nouveau tiers secteur qu'on veut créer et qu'on va être avec le nivellement que dans tous les piliers, que ce soit financier, que ce soit dans l'acte sur la terre, etc., pour qu'il soit peut-être donné plus de valeur. Aussi, on a dans ce point-là, on a un petit problème aussi, même au sein de ce tiers secteur, de bien comprendre que même si on est en secteur, on a le droit d'avoir du bénéfice. On a le droit du bénéfice de gagner de l'argent. Parce que toujours, on est dans cette vision que on est dans un secteur qu'il faut seulement avoir des dons, il faut avoir la ATFA, etc. Et ça, c'est pas bon si on veut faire quelque chose qui est bien pérenne. Je pense que c'est ce point-là qu'on doit revoir en tant que problématique et aussi en tant que des financements, surtout avec des institutions et les organismes de financement. Parce que quand vous allez sur un organisme de financement, vous dites dans nos associations, on fait ça, même si on a un bon business model qui peut être plus viable et peut être même avoir du bénéfice et de l'impact, parce que ça, toujours cette équation, toujours on n'arrive pas bien à l'équilibrer chez nous. Soit tu n'as pas bien compris, soit il vous oriente vers autre chose. Je pense que ça, c'est un point qu'on peut être plus intéressant à voir et à régler au futur. Merci beaucoup. Donc, on comprend par là les problématiques effectivement de la formation, mais également de communication. Parce que, effectivement, et là, la partie institutionnelle devra monter en charge ou bien en compétence en termes de communication. Merci beaucoup, Leslie. Enchantée tout le monde. Mrime Alaoui Faris. J'offre des services de recherche opérationnelle. Et je voulais répondre à la question de Leslie concernant quels sont les défis d'accès au financement. Je pense, je vais rejoindre ce qu'a dit Saad, que je n'ai pas vu depuis 15 ans. Quand on vient du milieu associatif et qu'on a transitionné vers l'économie sociale et solidaire, on vient avec une culture de la dépendance des donateurs et une logique de projet qui n'est pas la logique de l'entreprise, même si une entreprise peut mener plusieurs projets, notamment dans le développement de produits. Alors, il y a deux éléments que je voulais mettre en valeur. La première, c'est que les financements initiaux, s'ils viennent sans accompagnement vers une logique entrepreneuriale et de croissance, on va s'arrêter à peut-être un don de départ ou là, un premier prêt, on ne sait pas s'il va être remboursé ou pas. Et puis, si on veut de la croissance et de la mise à l'échelle, on ne peut pas continuer à avoir une logique de travail par silo selon les éléments. On peut trouver, même au sein d'une coopérative, cette logique-là. On est dans la production, effectivement, mais on va garder, par exemple, le côté vente va être pris comme un projet à part qui n'est pas lié avec la production. Donc, on ne redescend pas l'information sur le marché et sur le développement de produits et comment est-ce qu'on peut améliorer l'offre. D'un autre côté, la demande aussi reste... il faut mainstream les produits de l'économie sociale et solidaire, comme ce qui se fait ailleurs. Comme on trouve dans d'autres endroits, les produits bio ne sont pas séparés des produits non bio, mais ils se valorisent par eux-mêmes, par leur présence. Ils font la compétition. Ce n'est pas la même chose que d'aller spécifiquement chercher, par exemple, dans l'une des grandes surfaces du pays, le coin des coopératives, où parfois on se dit, bon, là on va chez le marché solidaire, plutôt que d'aller le prendre au supermarché. Mais si je vais au supermarché et que l'huile de la coopérative est à côté de l'huile de la société, j'aurai peut-être beaucoup plus de visibilité, le produit aura plus de visibilité et j'aurai en tant que cliente un premier contact avec ces produits-là. Je veux aussi rebondir sur l'exemple de l'agritech et j'ai tilté quand vous avez parlé de semences. Je voudrais rappeler que
un des avantages du fait que les organismes de l'ESS sont portés traditionnellement maintenant, vu qu'on est fait une phase de transition, par l'associatif, je voudrais rappeler qu'il y a un élément essentiel pour nous qui est d'avoir la souveraineté de nos produits. Et non plus juste notre sécurité alimentaire. Et que on a un avantage chez les associations d'avoir cette connaissance non seulement du produit local, mais aussi des chemins de plaidoyer vers lesquels comment est-ce qu'on peut mettre en avant et quels sont les avantages de les produits HEDO. Donc je pense qu'il serait très important, pour revenir à ce que je disais, qu'il faut des services financiers et non financiers, qu'au niveau du non financier, on puisse aussi capaciter une remontée de l'information sur la biodiversité, sur les produits, et de faire redescendre ou partager l'information par rapport à la labellisation et au positionnement de nos produits nationaux. Et je crois qu'à un moment donné, un pas vers des organismes tels que la CGEM pourront aider. Parce qu'on voit qu'il y a même en termes de standards, par exemple, il y a vraiment des gaps très sérieux à prendre en considération qui font que nous n'avons pas tous, que nos standards ne sont pas toujours au niveau qui permettrait une croissance qui va au-delà du marché national. Et de l'autre côté, en ce qui concerne la qualité de nos produits, vu que l'ESS touche pas mal à l'agroalimentaire, en ce qui concerne la qualité de nos produits, il est temps pour nous de vraiment faire très attention à ce que nous consommons et comment nous les produisons, et qu'il serait intéressant d'avoir un pont entre ces deux éléments. Voilà. Merci beaucoup. Myriam a souligné en fait la notion de la souveraineté nationale qui est importante effectivement, mais également certains besoins de créer ou bien d'encourager les agrégateurs qui auront cette mission d'accompagner les petites structures de l'économie sociale et solidaire en termes de qualité, en termes effectivement de souveraineté nationale, mais également la recherche des marchés et tout ce qui est assistance technique. Et là, c'est important également pour la nation, en fait. Si on arrive à utiliser le terme nation, c'est très important. Salam alaikum. Sabri, l'association Graines Durables. Vous avez en fait parlé des solutions pour les défis. Donc il y a trois parties, il y a l'État, il y a le tiers secteur, il y a les donateurs qui vont. Donc en ce qui concerne l'État et les donateurs, ou bien les banques, les financeurs, je pense que la solution doit être un financement mixte, comme vous l'avez dit. Donc, dédier une partie de leur budget qui est déjà utilisé à des projets qui ne donnent pas des résultats à grand impact. Donc, s'il y a possibilité, et c'est un rôle, en fait, de nous, comme association, on ne peut rien faire ça. Donc, vous connaissez les défis mieux que nous. Mais il y a des défis en ce qui concerne les associations. On doit avouer qu'il y a un manque de professionnalisme et de ressources. Ouais. Donc, exactement. Et ce qu'on constate, que c'est dommage que la plupart des subventions soient données à des associations qui ne sont pas vraiment actives. Et donc, ça pose un défi qu'il faut voir, et j'espère dans le futur qu'on va se baser sur des critères, sur des impacts mesurables et qui sont en collaboration avec toutes les parties. Effectivement, là, c'est parmi les problèmes de l'assistanat en fait. L'assistanat fait que il y a des mercenaires qui apparaissent.
c'est genre le mot. Il y a des mercenaires et leur objectif, c'est d'arriver à grignoter une partie des subventions les Kainin. Et effectivement, les statistiques qu'on a aujourd'hui, on a plus de 65 000 coopératives, plus de 100 000 peut-être associations, etc. Effectivement, ceux qui sont sérieux, il faut qu'on arrive à les repérer et les encourager, les accompagner. Le financement mixte, ou bien blended finance, c'est important. Je veux juste faire allusion à un élément. Il y a des structures qui ont une activité marchande, qui sont finançables sur la base des critères de rentabilité et impact mixte, mais il y a d'autres structures qui n'ont pas une vocation marchande, qui sont à but non lucratif, qui ont un impact sur le long terme qui est très important. Et ces structures, ils ont également besoin d'un accompagnement, d'un financement structurel. Ce qu'ils font, c'est juste extraordinaire. Donc, il ne faut pas les arrêter ou les amener à fermer. Au Hinaya, peut-être, est-ce qu'on peut également penser à comment encourager également tout ce qui est RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, dès les entreprises actuelles, mais dès l'ESS, parce que quelqu'un qui est l'ESS sur une activité marchande sous forme de coopérative ou en fait, il génère des bénéfices, etc. Et c'est peut-être le premier à penser le Hadouk. Généralement, ensemble, on fait un tout. Et le fait que quelqu'un donne, en fait, la culture de donner, muhimma est importante. Il se trouve qu'il y a une personne avec nous dans la salle. On a la chance d'avoir Sif El-Fadil. C'est شنو نقول لك الحمد لله اللي انت كاين في المغرب. Là, ce que vous faites est vraiment génial. On نعطيوك la parole. هذا سي parmi الناس اللي كيكريو لنا المغرب الجديد. الله يجازيك الخير. الحمد لله. Merci, c'est pas prévu que je prenne la parole, donc je vais improviser. Merci infiniment, j'ai appris énormément de choses et merci beaucoup pour cette discussion. Effectivement, l'idée d'une discussion est importante. Alors, je rejoins, il y a eu beaucoup de questions sur cette notion d'entreprise sociale, économie sociale et solidaire, tiers secteur. Je pense que là, la définition qu'a donnée le rapport de la Commission de nouveaux modèles permet de regrouper effectivement plusieurs typologies d'acteurs sur la terminologie tiers secteur. Moi, je ne suis pas un spécialiste du tiers secteur. J'ai la chance et j'ai l'honneur et j'ai le plaisir de présider une association qui s'appelle Jadara Foundation. Et sur la partie financement, et à chaque fois que vous parlez, il y a des associations de ce type-là. Je savais que vous faisiez référence en partie à Jadara. Mais malgré cela, nous avons cherché quand même à assurer la pérennité d'un minimum de financement. Parce que quand vous accompagnez un bénéficiaire, un boursier sur la durée de ses études, qui est minimum aujourd'hui de 5 ans, s'il fait médecine, c'est 7 ans. Le mois de juillet, on a eu le bonheur de célébrer le premier boursier de Jadara qui devient chirurgien pédiatrique. 13 ans d'accompagnement. Je ne connais pas de modèle comptable, financier, de financement, et pourtant c'est ma casquette professionnelle, qui soit, à part les assurances, qui soit dans ce type d'engagement longue durée. Donc les modèles effectivement de financement que nous avons aujourd'hui ont une limite naturelle, clairement. Et il y a deux points que j'aimerais soulever. Je ne sais pas s'il y a un compte rendu ou de la chihaja. Ah, excellent. Merci. J'aimerais bien soulever 2 points qui me paraissent problématiques et que nous rencontrons au niveau de Jadara. La première difficulté, c'est au niveau de la comptabilité, d'enregistrer notre engagement vis-à-vis d'un bénéficiaire
en provision. Parce que c'est un engagement qui est sur d'une longue période, sur 5 ans. Donc normalement, on devrait l'inscrire comme une provision, parce que les ressources que nous collectons, une partie nous l'utilisons cette année, mais on va devoir utiliser des ressources sur plusieurs années. Sinon, à un moment donné, on va lui dire Smahlina, la même proche le flux. Exactement, pas les fonds de garantie. Deuxième, donc ça c'est un aspect comptable. Alors je ne sais pas si autour de nous il y a une association qui utilise le plan comptable des associations marocaines. Si oui, levez la main parce que je cherche des spécialistes. Ok, merci. Je cherche. Donc si vous pouvez, on peut se rapprocher parce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire ensemble pour insuffler comment ils appellent ça au niveau de l'ordre des experts comptables pour qu'ils émettent une résolution. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Ils ont une espèce on leur demande un avis pour qu'ils puissent nous éclairer de façon collective et non pas individuelle. La deuxième problématique, et qui est beaucoup plus surprenante, une dame m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, je voudrais faire un don de ma villa à Rabat, une très grande villa dans un quartier très, très chic, à Jadara. Mais je voudrais y vivre jusqu'à ce que je meure. Donc tout le monde, même le jeune notaire te dit séparer la nue propriété de la jouissance. Ok, donc sa notaire était là, très bien. Heureusement que sa notaire était quelqu'un qui fait des recherches, qui s'informe. Eh bien, tenez-vous bien, c'est pas possible. Pour une association reconnue d'utilité publique, pour une association normale, c'est possible. La loi marocaine d'Aïr 1958, amendée en 1912, a interdit de façon explicite ce modèle de transfert de propriété vers une association reconnue d'utilité publique. Quand c'est une association, si Jadara n'était pas reconnue d'utilité publique, c'est l'inverse. Donc pour moi, c'était une erreur de frappe. C'est pour vous, exactement. J'ai cherché, on est allé jusqu'au Parlement pour aller chercher le rapport de la commission parlementaire, de la commission qui a étudié les amendements. Tous les amendements qui ont été faits sur le DAIR 58 étaient explicités, sauf l'article 12, c'est maman bonne. On n'a pas trouvé de raison valable qui fait que c'est interdit pour les associations reconnues d'utilité publique. Et donc c'est un mécanisme. Oui, tout à fait. Je ne veux pas faire d'interprétation. Non, mais personne ne va le faire pour une association qui n'est pas reconnue d'utilité publique, à part si c'est son association, il veut laisser pour quelque chose pour son association. Mais vous imaginez un peu tout le... Bon, vous avez fait référence à l'Awqaf, justement. Ce mécanisme de financement qui est... Quand j'ai discuté avec... dans une vie antérieure, j'ai réussi à transformer un waqf terrain en une zone industrielle, à côté de Tetmelli. Ça a été des négociations compliquées, etc. Mais la phrase que j'ai retenue de ce processus, quand j'ai discuté avec le ministre de l'Awqaf, قال لي الوقف استثمار اللي كيفاش قال لها للأمة ولا شي حاجة بحال هكا زعما سي ان الزكاة سي بور لا بوفرتي. Zakat, c'est pour traiter la pauvreté immédiate. Al-Waqf, c'est pour investir dans l'avenir. Et le Waqf, c'est un mécanisme de financement pour l'économie sociale et solidaire phénoménal, mais pas au Maroc. Pas au Maroc. En Angleterre, je vais vous donner des pays qui vont vous surprendre. En Angleterre, beaucoup de dispensaires, beaucoup d'écoles privées au sens opérationnel du terme, etc., ce restaurant, machin, et sont financés par l'économie, sont financés par le Waqf des musulmans qui vivent en Angleterre. Aux États-Unis également. Et en Turquie, énormément de Donc, le Waqf est un mécanisme de financement. Et pour vous donner deux exemples que je cite souvent quand j'interviens sur ces problématiques,
au Maroc, depuis plus de 10 siècles, il n'y a qu'un monsieur qui a décidé, ou une dame, je ne sais pas, qui a décidé يدير الوقف. احنا كنسميوه في الدارجه الاحباس. يدير وقف Fès pour les oiseaux migrateurs qui passent par Fès, pour les soigner et pour les nourrir. Donc, pour ceux qui connaissent Brigitte Bardot, il y avait un ancêtre de Brigitte Bardot à Fès. Juste pour savoir le niveau de préoccupation environnementale, sociale. Je peux donner un exemple également sur la partie sociale. À l'époque, les verres, les ustensiles de cuisine sont extrêmement chers parce que rares. Et donc, quand il casse un verre ou un plat, c'est son salaire à vie qui est parti il n'y avait pas d'assurance. Et donc, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre en place un waqf pour indemniser le propriétaire en cas de risque de ce type-là, etc. Je ne vais pas m'attarder sur l'exemple. Donc, le waqf est un modèle qui existe et qui a été pratiqué au Maroc pour l'économie sociale et solidaire à l'époque. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est l'équivalent. Donc, bien sûr. جامعة القرويين c'est un exemple. هي كلها وقف والحوانت اللي دايرين بها وقف للتمويل pour le CAPEX. Allah yarhamha Fatma Ferria a financé le CAPEX et elle a financé l'OPEX par le WAQF qui est autour. D'accord, donc c'est l'OPEX qui est autour. Le WAQF عندنا في المغرب ولكن malheureusement il est limité à le mécanisme il est compliqué. Moi j'ai essayé, très compliqué, c'est pas transparent. Là il y a peut-être un plaidoyer à mener collectivement pour que nous puissions aboutir parce que le Maghreb qui dit le WAQF de moins en moins parce qu'ils ne font plus confiance au système. Et si cette dame qui habite à Rabat et qui connaît bien le système juridique, etc., je ne vais pas donner de détails pour qu'on ne puisse pas l'identifier, mais elle connaît bien le truc, quelqu'un m'a dit le waqf. On va trouver une solution. On a trouvé une solution, mais m'a dit le waqf. Voilà, merci infiniment. Pardon. Le présent, c'est juste phénoménal. Donc, effectivement, il a en fait. Nous avons un grand champion, une coopérative, entre guillemets, donc Copag, Koulcheke Arfa au Maghreb. Et parmi les questions qui se posent aujourd'hui, pourquoi ne pas créer d'autres champions? C'est bizarre qu'on aura un. Et Jadara, ça mérite d'être un champion associatif. Le domaine. Si on arrive à avoir des champions dans chaque domaine, au lieu de démultiplier, il y a quelques expériences, le fait de les démultiplier à petite échelle, c'est difficile. Mais d'avoir quelques champions nationaux des thématiques, c'est important. C'est important. Et il y a des associations aujourd'hui qui ont montré leur sérieux, leur capacité et leur utilité, leur impact. Et il va falloir effectivement qu'on commence à avoir un plaidoyer pour trouver de nouveaux mécanismes de financement. Financer quelqu'un, les études de quelqu'un sur 13 ans, il faut en être capable pour signer le papier. Donc, c'est-à-dire il a fait le bilan pacifique déjà عندك. Sinon c'est difficile. Et c'est la même chose pour un entrepreneur اللي كتجي كتدخل un programme, c'est un programme sur 3 mois ou sur 6 mois, fait de l'accompagnement et puis un financement ديال الماتيريال. واخا ومن بعد فاش غنحتاج لا فورنيتور, فاش غيوقع ليا une première crise, فاش donc exactement l'entretien, il y avait ceux qui ont même acheté de matériel من chinois ما لقاوش اللي يصلحوا لهم. J'en connais quelques-uns. دابا عنده ماتيريال ديال à l'époque ديال l'imprimerie والتصوير ما كاينش التكنيسيان وقف. Donc c'est des Merci. Fatma El-Bouih de l'association Relais Prison Société. Moi, je voudrais m'arrêter d'abord sur... je vais répondre à votre question par rapport au tissu associatif. Nous ne sommes pas une coopérative, mais nous aspirons à ce que nous travaillions par le biais d'une coopérative ou là des projets AGR, mais nous n'avons pas le droit.
sachant que nous travaillons avec une population cible qui est très difficile et que vous ne pouvez pas placer directement. C'est-à-dire, nous devons d'abord les initier chez nous dans un cadre entrepreneurial avant de les mettre dans une entreprise. Chose qui n'est pas facile pour nous parce que, en tant qu'association, on ne peut pas mener une activité AGR. Quand il a posé la question plan comptable, beaucoup d'associations n'ont pas de plan comptable. L'Union européenne, quand elle a créé l'INOPS, elle a galéré pour trouver les associations qui ont un comptable, pas un expert comptable, qui ont un comptable qui suit la comptabilité. Donc, le fait que nous galérons dans la levée de fonds, c'est le manque d'expertise parce que le tissu associatif, et même pour les coopératives aussi, c'est la nécessité. Pour le tissu associatif, c'est des militants de défenseurs de droits humains qui se sont mis pour mener ces actions. Pour les coopératives, c'est la nécessité qui a fait en sorte qu'on a créé. C'est-à-dire que ce n'est pas des experts dans le domaine et c'est beaucoup de travail de bénévolat. Et quand vous faites appel quand vous répondez à des appels à projets, et je vais donner un exemple de programme de l'État. Il y avait une recommandation de l'instance équité et réconciliation qui était la réparation communautaire, c'est-à-dire mener des programmes de développement et de réparation communautaire dans des régions qui ont été touchées par les violations de droits humains. C'est une recommandation d'une instance qui est presque étatique parce que c'est le roi qui a mis cette instance. Et bien, ces programmes ont bénéficié des financements de l'Union européenne. Ces financements consistaient à avoir un financement pour une année. Donc, vous avez acheté des matériaux, vous avez acheté des produits, vous avez placé des choses pour la réparation communautaire de toute une communauté, mais c'est un projet qui a duré une année et il s'est arrêté. Donc, il y a la pérennisation, il y a le savoir-faire, c'est-à-dire que l'enthousiasme des gens, de la population, là, des militants associatifs, il est bon, mais il n'est pas suivi, il n'est pas accompagné par... Et quand vous avez soulevé la question de la scolarisation, moi, je trouve que c'est vrai que les associations font beaucoup de choses dans ce domaine, mais c'est une affaire de l'État. Il ne faut pas remplacer l'État. Alors, je me présente, Houda Barakat, directrice générale de la Fondation EFE Maroc. Alors, je voulais juste rebondir sur le point de l'activité génératrice de revenus, c'est vrai, une association n'est pas censée en faire, mais je ne dirais pas que c'est interdit. Parce qu'on a une association, l'exemple de Tenmiya. Tenmiya, c'est une association. Et elle nous facture tous. Dès qu'on poste sur leur site internet, on paye les frais de l'annonce. C'est une sorte de facturation, c'est ça. Être agile aussi avec le système. Ce n'est pas une facture, c'est une pièce à régler. Et vous pouvez vraiment générer de revenus là-dessus. Parce que, et c'est ça la bataille qu'on doit avoir. Et franchement, c'est là où on aurait besoin d'experts comme vous pour faire monter un petit peu l'information. Que ça n'a pas de sens de demander à un tiers secteur d'être autonome quand il n'y a aucun appui réglementaire à côté. Et encore, il y a des blocages. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer, ils veulent juste un document pour comptabiliser. Je fais des documents, je me suis inspirée de Tenmiya, donc c'est pour ça que je les cite pour c'est franchement un document très intéressant. Vous mettez l'objet de la pièce à régler et c'est un document qui n'est pas fiscal. Il ne produit aucun résultat fiscal. À l'administration de gérer son absence de réglementation jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas à l'association d'être victime de cette absence de réglementation. Deuxième chose, vous l'avez dit tout à l'heure, pour un investisseur, il faut un retour sur investissement. D'accord ? Qu'est-ce qui ferait un retour sur investissement intéressant ? Pour Jadarat Barakallah, ils ont bien compris le modèle. Là, on a tous été inspirés par l'histoire. C'est du storytelling. Ils font de l'excellent travail. S'ils ne parlaient pas de ce travail, personne ne voudrait investir là-dedans. En tant que donateur, je veux savoir où est-ce que je donne. SOS Village Barakallah, les histoires sont là, on voit les jeunes. Donc, si les associations ne parlent pas, ne communiquent pas, forcément, il n'y aura pas intérêt
à les appuyer, à les financer. Donc, s'il vous plaît, tous, communiquez. Dites ce qui se passe. Et de la communication, elle est clé. Sa Majesté le Roi l'a mentionné carrément dans le discours royal, ce qui a fait qu'on a pas mal de jeunes qui disent qu'il n'y a rien, parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Tabarakallah, le secteur associatif, il fait d'excellentes choses. Mais on le fait et on a la tête dans le guidon et on veut faire. Mais il y a faire, savoir-faire et faire savoir. Alors n'oubliez pas la partie faire savoir. Quand vous allez commencer à faire savoir, automatiquement les gens vont s'intéresser à vous. Ils vont venir vers vous, vous dire comment on peut aider. Et que ça, soyez innovants. On ne cherche pas le blocage. Le blocage, il y en aura toujours. Cherchez les solutions. Je ne peux pas vous facturer, je vous fais une pièce à régler. Et regardez, ça va marcher. De ton côté, le comptable, essayez de voir si ça va passer. Si ça passe, tant mieux. Et on n'est pas en train de parler de millions de dirhams. L'association, elle va faire un petit document, pièce à régler, je ne sais pas, 2000, 10 000 dirhams. Ce n'est pas ça où le fisc, où là, les auditeurs vont bloquer ou vont titiller. Voilà. Donc, il faut aller. Et il faut qu'on communique. Il faut qu'on soit innovant dans l'approche. Et c'est vrai, il faut qu'on sorte de ce mindset la charité. Non, on ne peut pas la charité. On est en train de faire un excellent travail et il faudrait juste le valoriser à sa juste valeur et aussi rendre aux investisseurs une reconnaissance. Vous avez contribué à faire ça. Merci à telle entité parce que vous avez... Et ils se sont encore plus encouragés à faire davantage l'année d'après et ainsi de suite. Effectivement, donc la question de plan comptable se confirme davantage. La question de la communication également. Le fait qu'on n'est pas là pour remplacer l'État, effectivement, oui, mais nous sommes là en réponse à un ADN citoyen et à un besoin des populations et on cherche comment contribuer de manière un peu économique, le plus possible, soi-disant. Et peut-être, moi, je rebondis par rapport à votre idée de communiquer parce que toutes les associations ne peuvent pas communiquer autant. La communication également demande de l'argent aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver des espaces? Oui. Effectivement, la communication, ça fait partie de marketing et c'est un élément marchand d'ailleurs. Et donc, peut-être il y a une proposition, trouver des espaces type CGEM pour l'ESS, parce que le lobbying nécessite une collaboration, une coordination, peut-être quelques élections pour trouver des gens qui sont capables de représenter le secteur et aller discuter avec les bonnes personnes. Nous avons la loi sur l'économie sociale et solidaire. C'est une loi cadre qui est en train d'être produite. Est-ce qu'il y a lieu d'y intégrer? Si on arrive à intégrer, par exemple, la question du plan comptable, c'est important pour permettre à des associations de trouver des solutions pour facturer facilement, quitte même à avoir un identifiant fiscal. Est-ce qu'ils auront une exonération? C'est des questions qu'on pourra en fait avoir avec la DGR. Simplement, le plan comptable, c'est un décret. Également, suite à une recommandation de l'ordre des experts comptables, et c'est facile. Et même l'ordre des experts comptables pourra l'inscrire dans la RSE d'ILO. En fait, peut-être, j'ai fait appel à Karim, est-ce que Exchange ne pourra pas ouvrir une petite fenêtre coordination lobbying de l'économie sociale et solidaire? C'est un début, peut-être il y a quelque chose qui aura une forme plus importante par la suite. On s'entend bien. Une information importante. Jadara a fixé une règle depuis, je l'avais proposé le conseil d'administration en 2011. Chaque fois qu'on reçoit 100, 90 vont le bénéficiaire. Il n'y a que 10% de frais de gestion. Il n'y a que 10% de frais de gestion. C'est-à-dire qu'une déclaration de zakat est
Les frais de gestion, c'est le salaire des équipes générales, le loyer, téléphone, etc. Et donc la communication va travailler. Par contre, aujourd'hui, nous avons la possibilité de communiquer gratuitement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc communiquer gratuitement sur les réseaux sociaux, c'est facile. Et vous allez pouvoir, ça met du temps, ça nous a pris plusieurs années, mais ça se développe progressivement, Et encore une fois, quand on veut communiquer avec le moyen financier, c'est-à-dire de façon traditionnelle, il y a tellement de brouhaha, tellement de messages que votre message va passer inaperçu. Donc, parfois, il faut trouver aussi des angles d'attaque et des approches. Effectivement, peut-être imaginer quelque chose qui réunit les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, peut-être que c'est un début à des rencontres, mais le ministre l'a dit tout à l'heure, elle dit que on a en face de nous des milliers d'acteurs, des milliers d'acteurs, de petite taille, de moyenne taille, de grande taille de toute manière. Et donc du coup, quand ils veulent mettre en place une loi ou un décret, ils font ce qu'ils pensent être utile. Madame Achille pense quelque chose qui est inutile, mais ils le font sans comprendre la réalité du terrain. Et donc du coup, ça peut être un peu un chiffre après la virgule, ça rate la cible, comme on dit. Et donc, le fait d'avoir un interlocuteur, quelque chose qui est important, et je tiens à remercier la Fondation Al-Qadsa pour ce genre de rencontre qui permet justement de produire du contenu qui est un contenu collectif. Maintenant, c'est à nous chacun de le porter ou d'imaginer d'autres approches. Effectivement. Si vous m'entendez, c'est bon. Oui, c'est bon. Salam alaikum, Safa Abinani, je suis consultante et formatrice dans le domaine de l'ESS, on peut dire. L'ESS. Alors, j'aimerais rebondir sur le point que Madame a soulevé, que Madame Houda aussi, par rapport aux activités générationnelles. Donc, moi, je vous confirme que les associations ont le droit d'avoir des activités générationnelles. Elles ont le droit de facturer, elles ont le droit d'avoir un identifiant fiscal. D'accord. Je pense que la loi de l'association de cette fois, je pense, je suis pas sûre, si ma mémoire est bonne, vous allez trouver dedans comme quoi l'association a le droit d'avoir des revenus. La seule condition, c'est que ces revenus-là ne doivent pas aller, c'est pas des revenus pour enrichir les membres de l'association, mais qui doivent être réinjectés dans les activités de l'association. Donc ça, je vous confirme, ça a été, c'est-à-dire que cette information, je l'ai confirmée dans le cadre d'un rapport que j'ai fait pour l'Union européenne et qui voulait justement savoir que dit la loi sur ça. Donc ça, je vous le confirme. Maintenant, pour répondre partiellement à votre question, quels sont les facteurs qui empêchent les OSI à avoir un financement durable et comment mieux valoriser? Donc, il y a ce qu'on appelle la gestion déléguée en Europe. Je pense que... Oui, mais c'est pas formalisé, c'est pas cadré. Aujourd'hui, les associations demandent à ce qu'elles soient payées pour ce qu'elles fournissent comme service à l'État. Par exemple, on a les ETS, on a par exemple SOS Village, Jadara, toutes les associations qui fournissent un service que l'État n'a pas le budget pour et qui ne sont pas proprement payées pour. Donc, on a besoin de cadrer cette collaboration, d'accord, pour que, effectivement, autonomiser financièrement ces associations. Donc, l'Union européenne, encore une fois, est en train de mener une étude sur ça, et donc ça va venir, Inch'Allah. Donc, on reste positif. Je pense qu'il y avait un autre point. Je pense que c'est bon. Donc, une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. Il y a des prémices pour que les associations, j'imagine, d'utilité publique, et les autres,
Mais je reviens encore sur le premier point, c'est-à-dire que vous aussi et tout le monde, je pense, on est tous d'accord qu'il doit y avoir un organisme qui porte la voix de toutes les associations, de toute la société civile. Et parmi les priorités de cet organisme, Inch'Allah, s'il est créé, c'est de justement sensibiliser et monter cette information à propos c'est-à-dire de la possibilité d'avoir des AGR, de facturer, etc. Parce qu'aujourd'hui, comme moi, c'est-à-dire dans le cadre de mon travail, je travaille beaucoup avec les associations et des petits éléments. Mais quand je dis que pourquoi, par exemple, vous ne vendez pas, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela pour gagner de l'argent, ou bien l'association, elle sait, elle me dit non, c'est pas possible, là, même quand je la on ne peut pas demander de l'argent aux bénéficiaires, d'accord? Ou bien elle ne sait pas, d'accord? Donc je pense qu'il y a un travail de sensibilisation du fond qui doit être fait dès là. J'ai une question. Vous avez dit que pour avoir, ou bien pour faire un business ou une vente dans une association, il ne faut pas être le but d'enrichir les personnes qui travaillent dans l'association. Alors que pour faire de la vente, il faut une gestion, il y a beaucoup de tâches à faire dedans. Donc, comment on peut, est-ce qu'on doit payer les personnes qui travaillent? Vous avez le droit, bien sûr. C'est les charges. Charge du personnel. C'est juste, c'est pas comme dans l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise, vous avez des sortes de, vous avez les bénéfices et vous avez ceux qui bénéficient. C'est-à-dire ça part dans leur... Donc on parle pas des salaires. Les salaires, toutes les charges, etc. C'est terminé. Plusieurs éléments qui, surtout ce que vous venez de dire, ça va. C'est bien ça. Oui, ça va. Concernant d'un côté l'autofinancement de l'association, je voulais revenir sur l'élément de culture et le fait qu'on ne peut pas regarder le milieu associatif, que personnellement j'inclus dans l'économie sociale et solidaire, parce que ce sont des institutions qui génèrent de l'emploi, premièrement, et puis qui peuvent générer des bénéfices pour le territoire sur un plan plus large. Je pense qu'il y a vraiment une segmentation à faire en termes de culture. Et ça, et qui devrait peut-être qu'on est sur le chemin d'effacer un peu les barrières, d'arrêter d'être dans des silos. La distinction qui est essentielle et qui ramène à la culture et au fait qu'il y a un refus culturel de générer du revenu, même si c'est du revenu à but non lucratif, c'est la division entre l'association de développement et l'association de droit. Et je pense que maintenant, il est temps pour l'association de développement, la coopérative, les associations d'utilité publique qui ont un grand avantage, celui de pouvoir faire des appels aux dons, qui n'est pas donné aux autres associations, qui parfois sont celles qui ont le plus besoin de pouvoir faire appel à des dons avant de créer une offre et d'avoir un revenu autofinancé. Et je pense que pourquoi il faudrait faire le lien? Parce qu'on aborde des changements de loi, on aborde un lobbying, donc changement de loi est égal plaidoyer dans le langage de l'association de droit, et influence d'une industrie qui est en train de se créer, tel que le tiers secteur, se traduit par le terme de lobbying. Mais en fait, le tout, c'est de l'influence. Donc, ces éléments-là, je pense que c'est le moment d'un côté, casser la segmentation, deuxièmement, s'inspirer les uns des autres et s'impliquer dans ces éléments-là de suivi des politiques publiques, de recherche d'influence, de communication stratégique, comme a dit c'est-à-dire ciblée, des éléments comme des événements comme aujourd'hui certainement sont très riches et en même temps nécessitent des moyens et nécessitent une capacité d'aborder d'éventuels sponsors.
qui n'est pas toujours le cas pour des petites entreprises. Mais d'un autre côté, la connaissance en termes de structure légale, le nombre d'études qui ont été publiées depuis peut-être, à ma connaissance, depuis 2011, sur la loi, les éléments de la loi qu'on pourrait changer pour les associations, pour les coopératives, et tous ces éléments qui restent en fait sur du papier et dans la tête des personnes qui ont participé. Je pense que j'étais un peu cohérente entre le Parce chiffre que réglementaire est un élément central. Heureusement qu'on a ce projet de loi cadre aujourd'hui qui est en train de voir le jour. Je sais que dans la loi, il est prévu la création d'une agence nationale d'économie sociale et solidaire, ce qui est important. Normalement, c'est peut-être une mairie, c'est l'autre qui va être érigé en agence. Ça veut dire que l'État aura une agence pour l'économie sociale et solidaire, mais ça n'empêche pas que le tissu économie sociale et solidaire doit également avoir une certaine représentation. C'est pour ça que je dis que peut-être ce genre d'événement, nous avons aujourd'hui ce modèle, ce forum exchange, qui est intéressant. Donc, pourquoi ne pas bâtir sur un espace de lobbying et de représentation. J'espère, pardon, que cette loi ne va pas terminer les qu'on a fait avec d'autres lois comme la loi des crowdfunding, qui est aussi un modèle qu'on pourra même débattre. C'est-à-dire qu'on l'a fait beaucoup de passation en noir à la fin, un loi très bornée, très bon, un peu d'être limité parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à être ouvert, mais ça n'a pas donné cette innovation qu'à venir comme on a fait auparavant au niveau international. Mais on reste optimiste pour cette offre. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une loi cadre. C'est une loi cadre qui va permettre une ouverture, Inch'Allah. Oui. Allez-y. Merci. Trésor Botembe, je suis vice-président partenariat chez Big Leaders, très jeune association du Kenya à Gaza, association, et nous accompagnons les étudiants avec un modèle des clubs étudiantins. Moi, je voulais juste appuyer l'idée de créer une sorte de CGM. Moi, je suis venu dans l'idée de pouvoir apprendre de vous et surtout m'imprégner du modèle de levée de fonds parce que c'est très compliqué. Donc, je voulais un peu comprendre quels sont les leviers et j'imagine que si on a cette sorte de CGM, ça pourra servir déjà aux membres, mais ça pourra aussi surtout servir à ceux qui veulent financer. Ils pourront tout avoir un seul canal et avoir beaucoup plus de crédit. Par exemple, on a parlé de léguer une maison, voilà. Ils pourront plus avoir de l'information, on a parlé de la communication, donc c'est dans les deux sens. Donc ce sera un organe qui permettrait aussi de communiquer avec les différents canaux de financement, mais de l'autre côté, ça permettrait aussi à ces différents membres d'accéder à de la data, de comprendre aussi ce qui se passe au mieux actuellement sur ces domaines-là un peu partout, mais aussi de pouvoir continuer à grandir. Moi, je pense que c'est très important de pousser l'idée à quelque chose de matériel. Effectivement, donc ça se confirme le lobbying et je pense également toutes les questions relatives à la mesure de l'impact sont importantes parce qu'on va faire un travail qui est excellent, qui est sérieux, etc. Mais comment le montrer, comment le reporter, qu'il soit mesurable, contrôlable. Et là, c'est un élément également. Parce que beaucoup d'associations, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire font de bon travail, mais ils n'ont pas la possibilité ou la capacité de le faire émerger, de le montrer. Et c'est effectivement, tout à l'heure l'a montré, pour un bailleur de fonds, il n'attend pas un retour sur investissement absolument pécuniaire, mais juste connaître là où cet argent va. Si on n'est pas capable de lui montrer comment on a consommé l'argent, c'est la cata. Je propose une fondation comme cette message qui a des compétences pour jouer ce rôle de lobbying. Parce que nous,
possible. Maintenant, pour représenter une population, il faut une certaine légitimité. Moi, à mon sens, il faut qu'on ait d'abord un espace où les gens vont se retrouver. Ouais, les élections, pour la légitimité soit donnée. D'abord, il y a des éléments qui sont essentiels. Il y a le KYC, il y a la réglementation. Et sortir de nulle part, donc un espace est important. Moi je trouve qu'effectivement, pas à la Fondation mais ce forum, déjà c'est un bon, à mon sens, c'est un bon départ. Et puis par la suite, on a des personnes qui sont capables de représenter le secteur de manière très, très sérieuse. J'ai oublié de mentionner un citatif très important au cas où il faut qu'il y ait eu une gouvernance très démocratique, parce que ce qui manque actuellement, vous avez indiqué le rôle de CGM qui représente des entreprises. Il nous manque ce genre d'organisme qui représente plutôt des initiatives sociétales, solidaires, et qui peut en fin de compte balancer les choses, parce que je pense que les associations de monde associatif peuvent jouer un rôle plus crédible dans les questions de mesure d'impact, des questions parce que actuellement il n'y a pas beaucoup de transparence, on ne se pas. Il y a bien sûr une logique, il y a des procédures à suivre, mais il faut que ce soit les associations, il faut qu'elles soient représentées pour donner leur idée, et que l'impact soit aussi du point de vue citoyen et bénéficiaire. Ah, tout à fait. En fait, tout à l'heure, le directeur général de l'SOS international avait parlé de la mutualisation des ressources de l'association. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à la formation des jeunes dans des spécialités qui sont importantes pour les associations territoriales et pour l'économie sociale et solidaire. C'est des éléments qui pourront, si on les entame, si toutes les associations arrivent à avoir un temps de quelques spécialistes, la comptabilité, le management, la gouvernance, etc. C'est important parce que je pense que c'est les bases d'abord qui vont permettre les bailleurs d'avoir une certaine confiance. Et puis, si on arrive à mettre en place des mécanismes de financement innovants, ils vont réagir rapidement. Moi je voudrais si on arrive à ce stade, on n'aura plus besoin de bailleurs de fonds, parce que ça représente déjà quelque chose qui est de valeur. La crédibilité, ça se vend, ça a une valeur. Donc une vraie crédibilité, ça a une valeur. Et déjà là, la partie financement, elle est assurée. Qu'est-ce que le marché solidaire des Floises? C'est une association. C'est une association. Et c'est presque le même modèle, 10%. 10% des terres qui fonctionnent les montants des ventes pour la gestion. Et c'est juste extraordinaire. Donc moi je trouve que effectivement, parce qu'il y a une certaine gouvernance, qui est le sérieux, on sait ce qu'on veut, nous avons un plan, ça va venir. Surtout si on a un capital d'amorçage et un bailleur à côté. Je pense qu'on a fait le tour. Karim qui dit ولكن ما سخيناش